La dernière vidéo, c'était une approche de l'art breton plutôt portée sur le pourquoi un art breton. C'était un peu décousu, mais l'idée c'était d'expliquer ou d'essayer moi-même de comprendre pourquoi, de mettre des mots sur pourquoi un art breton. Et ça a donné la dernière vidéo qui était peut-être un peu longue. Celle-là, je vais essayer de faire en sorte qu'elle le soit moins. C'était surtout aujourd'hui pour parler de qu'est-ce qu'un art breton, essayer de définir les contours de ça, parce que c'est vraiment pas facile, c'est pas évident. Et puis surtout, il n'y a pas vraiment de recette parfaite. Il y a beaucoup de choses pour moi qui pourraient définir un art breton aujourd'hui, mais ces choses-là sont mouvantes, elles peuvent bouger, elles peuvent changer. Moi, je suis pas plus convaincu que ça, c'est surtout mes idées, mes réflexions que je vous mets en avant. Et à partir de ces réflexions, mon but c'est aussi que chacun puisse faire son chemin aussi dans sa tête, y amener sa propre sensibilité. Et peut-être qu'à la fin, on se mettra tous d'accord sur quelque chose et peut-être qu'il y aura plein d'artistes qui feront ce qu'ils ont envie et besoin de faire, mais dans un cadre qu'on aura défini à plusieurs dans l'idéal, et pas juste moi tout seul. Depuis que j'ai commencé à faire ce que je fais depuis le début des On Navel, mon collectif, dont je parlais dans la dernière vidéo, eh bien j'ai songé à beaucoup de choses par rapport à l'art breton. Tout a commencé en fait quand j'ai découvert les Seisbreurs, ça j'en avais déjà parlé. Les Seisbreurs, pour ceux qui ne savent pas, c'est un mouvement d'art qui a été créé il y a 100 ans, en 1923, par plusieurs personnalités bretonnes qui faisaient déjà des activités artistiques avant et qui se sont réunis, au départ ils étaient trois, pour créer en fait un mouvement, pour donner à la Bretagne quelque chose de nouveau. À l'époque on se plaignait beaucoup des bignouseries, ce qu'on appelait des bignouseries. En fait, ça veut dire un peu ce que ça veut dire. C'est, si vous voulez, toute cette partie culturelle de la Bretagne qui semblait à l'époque vieillissante et qu'on peut un peu retrouver aujourd'hui quand on est un jeune en plus. C'est cette idée que la Bretagne, quand on entend le mot Bretagne, ça paraît vieux, tout paraît vieux, ça sent le vieux, ça sent le mourant. Et ce que les Seisbreurs ont essayé de faire, c'est, à travers l'art, montrer que non. Et non, les Seisbreurs, ils ont su montrer que la Bretagne était jeune, qu'elle était dynamique, qu'il y avait une vitalité en Bretagne, et que c'était pas juste quelque chose qui était en train de mourir, et quelque chose qui ne savait parler qu'à une petite partie de la population, et qu'en fait, ici, dans cette terre, il suffit des esprits pour extraire ce qu'il faut extraire, et tout repartira. En fait, tout est déjà là, mais s'il n'y a pas les esprits, comme les Seisbreurs ont incarné cet esprit, eh bien, la Bretagne mourra. Et c'est vraiment ce que j'ai interprété, moi, quand j'ai découvert les Seisbreurs. Je vous mettrai quelques images, d'ailleurs, en photo, sur la vidéo. Comme ça, vous pourrez voir à peu près ce que les Seisbreurs ont fait, sachant que ça représente vraiment une infime partie de tout ce qui a été créé. Les Seisbreurs, ils ont fait beaucoup de gravures, un petit peu de peinture. Ils ont fait de la peinture décorative surtout, en fait. Ils ont fait du mobilier, ils ont fait un petit peu de vêtements. Ils ont fait de la décoration intérieure, donc du motif pour ornementer l'intérieur des maisons. Ils ont fait de l'architecture aussi. Enfin, c'est un monde fascinant où des choses magnifiques ont été faites. Quand je dis magnifique, ça peut dépendre des gens, effectivement. Mais moi, en tout cas, à 20 ans, quand je découvre ça, c'est bouleversant. C'est complètement bouleversant. Parce que c'est magnifique, parce que c'est puissant, parce que ça me touche, parce que ça me parle, parce que ça me met le sourire, parce que j'ai envie d'être entouré de ces formes, j'ai envie d'être entouré de cet univers. Et quand je le montre à mes amis qui ont mon âge, à mon petit frère, les réactions sont très similaires. Il y a quelque chose de terriblement jeune, quand bien même ça a 100 ans, dans le travail des Seisbreurs. Et donc voilà, je ne vais pas plus m'étendre sur les Seisbreurs que ça, mais c'est quand même important parce que les Seisbreurs me montrent que c'est possible, que la Bretagne peut être autre chose que ce que je croyais, que ce que beaucoup de gens croient. Et que quelque chose qui change des formes qu'on est habitué à voir peut aussi être breton, même si on s'y attendait pas. Parce que la Bretagne, quand on s'y intéresse, on se rend compte assez vite que les gens qui croient l'avoir cernée se trompent, en fait. Et que même moi, je pensais l'avoir cerné pendant longtemps. Je pensais que, ouais, c'est les Hermines, quoi, c'est les Triskel, et puis, bon, c'est assez beau, il y a la nature aussi, on va aller voir la mer. Puis voilà, quoi, c'est la Bretagne, quoi. Mais en fait non, ça va beaucoup plus loin. C'est une multitude d'autres choses. C'est une multitude d'autres sujets, d'autres formes, d'autres lieux, d'autres biomes, d'autres couleurs. Et en fait, ça, quand on n'est pas ouvert, ou quand on nous a jamais dit que c'était possible,
eh bien on reste un petit peu cantonné à ce qu'on croit acquis. Le Triskel, l'Hermine, le petit coin en bord de mer où tout le monde va. Bref, tout ce que nous, Bretons, faisons déjà. Et je pense que la Bretagne a besoin de gens curieux pour l'aimer et pour la porter et pour lui donner de l'oxygène, entre guillemets. Et cette curiosité-là qui manque cruellement à la Bretagne et aux Bretons, pour moi, encore une fois, je reviens sur la conclusion de la dernière vidéo, mais ne s'acquérera que par l'art. C'est l'art qui donnera envie. Ce sont les formes, ce sont les esthétiques qui donneront envie de creuser plus loin et d'aller plus loin. Et c'est au rôle des gens qui font de l'art, des créatifs, des créateurs, des sensibles ou des artistes, de montrer tout ça, d'extraire dans la Bretagne des formes, des esthétiques, des sentiments, des états d'âme, et de les fixer dans un objet, dans une chanson, dans une danse, pour que les autres puissent ressentir l'étendue de ce que la Bretagne dit et de ce que la Bretagne est au plus profond d'elle-même. Après avoir découvert les Seisbreurs, je me suis encore plus intéressé à ce qui s'était fait artistiquement en Bretagne. Et là, j'ai découvert encore beaucoup de choses. J'ai d'abord découvert plus récemment le travail de Pierre Touloat, qui était un homme très très talentueux, un créateur de génie pour moi, qui est surtout connu pour ses bijoux, parce que ses bijoux se vendent encore aujourd'hui, pour vous dire, alors que la plupart ont plus de 50 ans. Ses bijoux étaient magnifiques, très modernes, ils n'ont pas vieilli selon moi. Ce qui m'a marqué très tôt, c'est l'abondance d'idées, de formes qu'il avait. C'est-à-dire qu'il aurait pu se cantonner à ne faire qu'une bague sur un motif d'algue, mais non, des motifs d'algues, il en a fait des tonnes et des tonnes. L'algue qui est un sujet pour la plupart des gens pas très intéressant, mais qui esthétiquement est très présent en Bretagne et qui est un monde à part, le monde des algues. Il y a tellement de variétés, tellement de formes, tellement de poésie dans cette chose qu'on se demande comment ça se fait qu'on ne la retrouve pas sur des bâtiments, sur des motifs, sur des vêtements, tellement ça nous appartient et tellement ça nous décore. Et Pierre Touloat, lui, a fait ce travail-là incroyable, justement, de dessiner plein d'algues différentes, d'en inventer carrément parfois, de les synthétiser. Et il en a fait des tas de bracelets, de bagues, de chevalières. Et ça m'avait énormément marqué quand j'avais découvert ça. Encore une fois, je m'étais rendu compte que l'abondance est possible en créativité en Bretagne, autre que, encore une fois, les mugs et les bols avec des triskel ou des sonneurs. Et là, je me disais, mais c'est incroyable tout ce qu'on peut faire, c'est dingue, tout ce qui a été fait, dont on m'a pas parlé, et tout ce qu'on peut faire surtout encore. Et après ça, je découvrais quoi? Dans l'autre sens, quelque chose de beaucoup plus ancien, l'art traditionnel, c'est-à-dire l'art qui ornementait la vie de mes ancêtres, la vie de vos ancêtres pour la plupart d'entre vous, l'art du mobilier, donc les meubles, les coffres en bois, comment tout cela était ornementé, l'art des outils, comment étaient décorées les cuillères, comment étaient décorées les nappes, comment étaient décorés, j'en reviens aux vêtements, les coiffes, comment étaient décorés les intérieurs. Dans tous les objets du quotidien, j'ai l'impression, à un moment donné, il fallait l'ornementer, il fallait ramener du beau, de la beauté, des formes qui nous parlaient. Et quand j'ai découvert cet art un petit peu plus traditionnel, eh bien, j'ai aussi été fortement touché parce que ça parlait à mon âme. Bon, ce serait pas très étonnant que ça parle à mon âme, puisque je suis aussi le fruit de cette terre en grande partie. Mais c'était aussi la révélation que, en fait, dans toutes ces formes-là qu'il nous reste, peu de choses ont vraiment été reprises. Où sont ces formes, où sont ces symboles, où sont ces décorations qui parlent tant à mon âme et qui parlent tant à l'âme de plein de gens, en fait, dans la vie de tous les jours? Eh bien, quasiment nulle part. Et en tout cas pas assez pour moi. Comment se fait-il que les touristes, dans leur image de la Bretagne, quand ils pensent à la Bretagne, ils n'aient pas cette vision-là? C'est qu'on a coupé quelque chose et c'est qu'on a raté quelque chose. Comment se fait-il que sur les affiches faites pour les touristes, on ne retrouve pas de breton, mais on retrouve parfois même pas du français, on retrouve des jeux de mots avec de l'anglais par rapport à des noms de lieux qui sont initialement en breton? Pourquoi c'est ça que les touristes attendent? Pourquoi c'est ça qu'on propose aux touristes? Parce qu'ils vont acheter. Mais pourquoi c'est ça que les touristes attendent? Qui a décidé que c'était ça la Bretagne pour les touristes? Et à quel moment les touristes se sont dit qu'ils allaient retrouver ça en Bretagne et que ça allait leur plaire? À quel moment nous on a foiré? Alors forcément j'ai un petit peu la réponse à tout ça, surtout par rapport à l'art traditionnel qui a été complètement abandonné, les meubles ont été brûlés, les vêtements traditionnels ont aussi été brûlés après la Seconde Guerre mondiale, la honte et la modernité, l'envie de dépasser sa condition
social qui était beaucoup trop assimilé à la pauvreté et qui était incarné dans ces vêtements traditionnels. Les gens ont complètement retourné leur veste, ont complètement abandonné en fait tout ce que leurs parents avaient. Mais tout ça s'est fait de manière beaucoup plus complexe que dans la manière dont je vous l'explique là. Et puis ce serait le sujet d'une vidéo complètement différente et très longue en plus. Mais ouais, en tout cas à ce moment-là je découvrais toute cette culture immense et richissime qui était la mienne en fait. Tout ça m'a beaucoup bouleversé. À cette époque-là, je faisais déjà de l'art, je pratiquais déjà le dessin, l'illustration. J'étais d'ailleurs dans une école. Je n'avais pas trop intellectualisé le pourquoi du comment, mais déjà dans mes travaux, dans les choses qui m'étaient imposées et sur lesquelles j'avais un petit peu de liberté, eh bien, cette liberté, je m'en servais pour parler de la Bretagne. Donc à travers des travaux d'art, d'école d'art. Personne me demandait de parler de la Bretagne, mais je ne sais pas pourquoi, quand il s'agissait de choisir un personnage historique, quand il s'agissait de choisir des motifs, eh bien j'allais chercher dans mon héritage à moi, dont tout le monde se foutait, et je me rendais pas vraiment compte de l'étendue de ce que j'allais découvrir plus tard sur moi-même, mais en tout cas c'était comme ça que ça s'exprimait malgré moi. Et c'est aussi ça ma vision d'un art breton, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas tout contrôler. Parfois l'art va parler à votre place. Parfois la Bretagne va parler à votre place. Et vous ne serez que cette bouche qui exprime. Mais l'âme, elle est déjà ailleurs, elle est déjà très profondément ancrée en vous. La faculté de l'artiste breton du futur, c'est d'être à l'écoute de ce que la Bretagne a à dire, c'est d'être à l'écoute de lui-même. Et je pense que cette écoute-là, c'est d'abord la curiosité permanente, d'apprendre toujours plus. Et c'est ce que je n'aime pas chez les miens, chez mes semblables qui sont 2 fois plus âgés que moi, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de curiosité. Ils ont acquis, ils savent très bien tout ce que c'est d'être breton, et dans leur manière de revendiquer la Bretagne, on n'a pas l'impression qu'il y ait quelque chose derrière. On a l'impression que la coquille vide a été remplie de quelque chose d'assez vulgaire, alors qu'il ne l'est pas au fond, dans le sentiment. Le sentiment est noble, mais on lui a donné que des choses vulgaires pour remplir cette coquille vide, et maintenant qu'il se sent rempli, eh bien il va crier sur tous les toits qu'il s'est trouvé. Mais ça n'empêche que les étrangers, quand ils voient cette coquille vide et qu'ils creusent un peu et voient ce qu'il y a à l'intérieur, il n'y a pas grand-chose, ce n'est pas profond. Vous voyez, quand je me balade autour des fontaines de mon pays, je le sens que c'est profond. Je le sens que la terre ne s'arrête pas là où mes pieds touchent le sol. Je sens que il y a tout un réseau sous moi, de la vie, des veines d'eau passent partout en dessous. Et il y a des zones où quand je marche, ça ne fait pas un bruit, d'autres quand je marche, la terre très humide s'enfonce et j'entends le bruit de l'eau qui parle sous mon pied. Vous n'aurez jamais fini de creuser, jamais. On n'aura jamais fini de creuser. Et cette conscience-là que l'artiste, le créateur breton du futur, sera un explorateur, elle est primordiale pour moi. On ne fera que donner des pistes sur ce qu'est être breton. Les uns ne seront pas d'accord avec les autres, mais l'artiste est là pour réunir. Il n'est pas là pour diviser. Il est là pour trouver les choses qui touchent les gens entre eux, les réunir et les faire se connaître un peu plus, davantage. Et par rapport à la curiosité, forcément, on peut se demander ensuite, curieux, mais de quoi? Parfois, quand on a l'impression d'avoir connu et de savoir ce qu'est la Bretagne, eh bien, on ne sait pas trop où aller chercher, qu'est-ce qu'elle peut être de plus. Je découvre encore dans la Bretagne, dans mes observations, dans mes balades, des choses auxquelles je n'avais pas pensé avant. Par exemple, dernièrement, j'ai regardé vraiment les fougères de plus près. Et j'ai trouvé ça tellement beau et tellement présent ici que je me suis dit comment se fait-il que je n'ai pas fait honneur à cette plante qui ornemente le paysage. Comment se fait-il que je l'ai pas recherché, j'ai pas essayé d'en faire des formes jolies, j'ai pas essayé de la mettre dans mes travaux plus que ça. Alors que cette forme, pourtant simple, elle est déviable de plein de manières esthétiques. On découvrira toujours des choses. La Bretagne, c'est pas juste un nom, une région française. C'est pas juste une région. C'est-à-dire que d'abord, il y a ce moment où vous découvrez que c'est un pays. C'est un pays rempli de pays. Et là, tout d'un coup, une multitude de portes s'ouvrent. Qu'est-ce que ça veut dire, un pays rempli de pays? C'est que, historiquement,
pour les Bretons à l'époque, la répartition des identités en Bretagne se faisait de manière beaucoup plus serrée. On avait les gens qui s'identifiaient à un bourg et les gens qui s'identifiaient à un autre bourg. De manière plus grande, il y avait ceux du pays Bigoudin et ceux du pays Glazik et ceux du Cap Sizun. Il y avait ceux du pays Dardoup et ceux du pays Bidart et ceux du pays Rouzik. Et en fait, tous ces pays-là créaient des entités, et dans ces entités-là, on développait des costumes propres à tel ou tel pays, des danses propres à tel ou tel pays. Même parfois des manières de parler, des mots se retrouvaient dans des pays mais n'étaient pas employés dans d'autres. Il y avait comme ça, pour dire le même concept, le même mot, des synonymes. En fait, tout cela a créé une richesse de dingue, en fait. Quand on creuse, on se rend compte que c'était fabuleux. Tout cela, forcément, aujourd'hui, a pratiquement disparu. Pratiquement, parce qu'il reste des traces, et parce qu'on a cette chance en Bretagne, que même les étrangers reconnaissent, d'avoir encore les fossiles. Il nous reste encore les fossiles, les cadavres. Et on peut étudier toutes ces choses-là avant de les oublier totalement. On a encore cette culture-là en Bretagne de faire survivre, de retirer les choses à l'oubli. Parfois, en vrai, c'est même pas beaucoup de personnes, c'est quelques gens qui en plus font ça bénévolement. Ils entretiennent des costumes, ils entretiennent la culture de la danse, ils entretiennent ce qui s'apprête à disparaître, ce qui fait que ces choses-là ne disparaissent pas. Cela dit, voilà, ce qui manque à la Bretagne, ce sont les gens qui arrivent derrière, qui regardent ce travail fait par les gens qui entretiennent, par les gens qui maintiennent, et disent « Waouh, vous avez réussi à maintenir ça, maintenant je vais m'inspirer de ce que vous avez conservé pour recréer quelque chose de beaucoup plus différent, mais de connecter quand même, puisque c'est quand même l'objectif d'être lié à la tradition, de ne pas réinventer un monde en gommant tout ce qu'il y avait avant, mais c'est de pouvoir partir de quelque chose de véridique et d'authentique à quelque chose de novateur, mais de toujours authentique et profond. Mais alors je me suis assez vite demandé forcément un art en Bretagne, d'accord, mais un art qui parle de quoi concrètement? J'ai trouvé plusieurs idées, plusieurs réponses, plusieurs axes. Comme je vous disais, la Bretagne peut parler de tellement de choses à la fois qu'à la fin on a l'impression qu'elle ne parle même plus d'elle alors qu'elle est quand même au-dessus du sujet constamment. Et par là j'entends la Bretagne c'est aussi avant tout un pays, une terre, et que elle est un petit peu au-dessus de tout ce qui se passe en elle, dans ses limites. Alors du coup, quand j'ai voulu commencer à parler de la Bretagne, j'ai commencé par un sujet qui est assez évident au départ, c'est l'histoire de Bretagne. Alors bon, selon moi, il y a plusieurs histoires, plusieurs manières d'aborder l'histoire. Il y a la manière la plus sentimentale, c'est-à-dire réinterpréter les grandes lignes, les grands récits. C'est souvent l'histoire des rois, l'histoire des élites, l'histoire des grandes batailles, l'histoire des grands tournants, qui est une histoire très galvanisante, qui fait rêver, très romantique, mais qui parfois est éloignée de l'histoire, je dirais scientifique, l'histoire des faits, l'histoire des intérêts, l'histoire politique en fait. Et déjà là, on a deux histoires différentes, alors forcément, quand les uns illustrent l'histoire plus romantique, ce que certains appelleront le roman national, les autres s'insurgent, et inversement. Et en fait, bon, je pense que forcément, si les Bretons se mettent à travailler sur ces deux histoires différentes, il y aura des litiges, il y aura des embrouilles, parce que on aime beaucoup se fâcher en Bretagne, et on aime beaucoup se fâcher en général partout dans le monde. Moi, ce que je voudrais, c'est l'inverse. Ce serait qu'on se réunisse, qu'on se comprenne, et qu'on s'entende surtout, et qu'on s'écoute. Il y a pour moi une troisième histoire encore qui est en apparence individuelle, mais en réalité qui ne l'est pas. C'est l'histoire qui nous relie tous, individuellement, mais du coup qui nous relie. C'est l'histoire de nos ancêtres. Nos ancêtres, qu'on soit d'ascendance noble ou paysanne, ou qu'on soit arrière petit-fils de marin. Pour moi, cette histoire-là est tellement bénéfique parce qu'elle force à l'introspection. Et l'introspection en Bretagne serait tellement nécessaire pour la plupart des gens, même encore une fois dans le monde entier, je l'espère. Ça permettrait aux gens de se connaître eux-mêmes. Et l'art, à mon avis, en rendant cette histoire attrayante ou stylée, comme disent les jeunes, et ben probablement que les gens seraient emmenés à des introspections qu'ils n'ont à la base pas entrepris de faire, mais que l'art les aurait emmenés à faire en fait.
en leur parlant d'eux, en leur parlant de leurs ancêtres. C'est un sujet, j'ai l'impression, qui n'intéresse pas encore vraiment assez les artistes en Bretagne, cette version-là de l'histoire. Donc déjà là, forcément, on a plusieurs visions de l'histoire. Mais l'histoire, c'est qu'une petite chose parmi toutes celles que la Bretagne propose. En Bretagne, on peut aussi s'intéresser aux arts traditionnels, à l'artisanat. Cette richesse-là créatrice pourrait constituer déjà une ouverture vers est-ce qu'on pourrait pas nous-mêmes continuer à faire concurrence à Ikea, peut-être envisager un jour un Ikea breton où on aurait retrouvé, en tout cas esthétiquement, quelque chose de propre à nous et de lié à ce qui se faisait dans le passé, mais en étant évidemment modernisé. Est-ce que ce serait pas ça l'objectif? Est-ce que c'est impossible vraiment? Bon voilà, ce sont des rêves, mais c'est à ça que j'aimerais bien qu'on réfléchisse, en vrai. Parce que ce serait magnifique pour nous, parce que ce serait magnifique pour le monde. On a tellement de sujets. Quand vous cherchez en Bretagne, l'histoire des rois, l'histoire des guerres, l'histoire des gens, le vêtement, le monde du mobilier, le monde de l'artisanat d'art. On a le monde marin, l'étude de la flore, qui en Bretagne est magnifique, qui a sa propre palette, qui a sa propre âme. Et si vous avez l'impression que c'est fini, eh bien non. Vous pouvez aussi vous intéresser à l'archéologie en Bretagne, qui est un monde incroyablement profond et dans lequel il y a tellement de choses à redécouvrir encore. Et quand je parle d'archéologie, je parle du néolithique, de l'âge du bronze, de l'âge du fer, et toutes ces choses qu'on a intensément redécouvert il y a 150 ans. Tout ça fait partie de notre histoire, tout ça fait partie de notre héritage, et tout ça attend d'être honoré, d'être ressenti, tout ça attend qu'on s'y intéresse vivement et qu'on le connaisse déjà, parce que c'est vrai que la plupart des choses que je vous cite là font partie du domaine de l'inconnu pour les Bretons. C'est-à-dire que ce n'est même parfois pas du désintéressement, c'est juste qu'on ne sait pas que ça existe. On ne nous a pas dit que ça existait. Voilà ce que je voudrais que l'artiste fasse, qu'il puisse arriver à un certain niveau de visibilité et qu'il montre enfin l'étendue de ce que la Bretagne est. Et si vous voulez aller plus loin, il y a aussi toute l'étude géologique. La Bretagne, dans le monde de la géologie, est complètement merveilleuse. C'est infini, tout ce qu'il y a à découvrir. Et la musique, n'en parlons même pas. Alors la musique des instruments, la musique instrumentale, mais le chant aussi. Le chant qui est probablement une des choses les plus anciennes, avec peut-être ces sanctuaires de l'âge du bronze et du néolithique, une des choses les plus anciennes qu'il nous reste. Le chant. Et la danse aussi. La danse qui est encore et qui garde avec le chant et la musique une certaine visibilité, un certain rajeunissement qui me fait vraiment chaud au cœur. Il y a juste à aller dans les festounos et vous voyez que il reste quand même beaucoup de choses du passé qui font, mais qui parlent à l'âme quand on y arrive et quand on en a besoin. C'est juste magnifique. Mais qui pourrait encore être modernisé, qui pourrait encore davantage être faite pour les jeunes, qui pourrait davantage comprendre les jeunes dans ce qu'ils ont besoin, dans les sons, dans les rythmes qu'ils ont besoin, tout en gardant l'authenticité du passé. Ça mériterait, la danse, encore quelque chose de novateur, et la musique aussi. Mais c'est pas fini, il y a la langue aussi. Et la langue, c'est encore un autre monde immense. Et par là, j'entends surtout la langue bretonne, je connais très mal le gallo, mais la langue bretonne, les différentes variantes de la langue bretonne, l'histoire de la langue bretonne, la prononciation, comment se prononce, comment chante la langue bretonne. Il y a un moment donné où tu découvres les vrais sons, où tu t'y penches vraiment et tu deviens addict à ces sons-là, comme si tu les avais entendus dans une vie très très ancienne, et comme si c'était des sons qui manquaient à ton âme depuis tellement longtemps. Tu peux avoir envie de l'apprendre en plus. Et c'est aussi à ça que j'aspire moi en tant que breton d'abord, mais aussi en tant que créateur. J'aimerais beaucoup utiliser la langue bretonne, j'en rêve tous les jours, et je sais que si je pouvais l'apprendre comme ça d'un claquement de doigts, eh bien je le ferais pour aussitôt aller écrire des poèmes, aussitôt parler en breton, même dans des vidéos en français, pour que les gens l'entendent, pour que les gens entendent son chant. La langue bretonne, c'est aussi un monde extrêmement profond à creuser. Et tout ce que je vous ai cité avant sont des mondes profonds dans le monde de la Bretagne. Ce ne sont pas juste quelque chose que vous voyez en une exposition, ce ne sont pas juste des choses dont vous avez fait le tour en une après-midi sur internet ou au bout de 3-4 livres. Ce sont des choses dont vous n'aurez jamais fait le tour.
les limites de ce qui est acquis et de ce qui nous reste aujourd'hui sont très floues. On peut encore découvrir des choses sur tous ces sujets, on peut encore en inventer, on peut encore imaginer et rêver dessus. Vous voyez, quand j'ai commencé à faire le collectif Eon Navel, c'était surtout l'heure à un sentiment, qui était celui que les choses dormaient. Et j'ai un peu oublié ce sentiment d'ailleurs, j'ai l'impression. Je pense plus trop à ce terme-là, à cette notion-là de sommeil. Mais parce qu'en fait, je suis constamment dedans, donc j'ai vraiment plus trop l'impression que ça dort. Mais c'est vrai que si je prends un petit peu de recul, et que je regarde les gens dans les supermarchés, enfin je sais pas, que j'essaie de lire un petit peu dans les yeux, que je regarde la télé, que je vais dans les villes de Bretagne, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui dorment en fait encore. Il y a aussi, si vous voulez encore aller plus loin, un autre univers, c'est celui de la spiritualité, celui du cœur des anciens, du cœur des gens, ce qu'ils aimaient, le monde invisible, les traditions orales, les croyances, qui ne sont pas juste des superstitions comme on l'entend avec notre jugement très rationnel, mais qui sont parfois plus que ça encore. Et moi je pense très sincèrement que les anciens ne croyaient pas qu'en des bêtises, si c'est ce que beaucoup de gens veulent faire croire. Mais je crois profondément le fait que dans le passé, il y avait des connaissances qu'on a oubliées et qu'on méprise aujourd'hui, des connaissances qui n'étaient pas idiotes, des connaissances qui avaient un lien avec le vrai monde, beaucoup plus proche que ce qu'on croit avoir avec des calculs et des chiffres, avec des raisonnements toujours plus longs les uns que les autres, sans fin. Voilà ce monde que je viens chercher quand je viens ici. C'est ce monde-là qui reste présent, qui dort mais qui fait quand même un petit peu plus de bruit que le reste. Et ici c'est vraiment un recueillement important pour moi et je pense pour l'artiste breton qui a besoin d'explorer sa spiritualité, qui a besoin d'explorer son intérieur. Et voilà que quand on vient, on découvre une chose. Et quand on découvre cette chose et qu'on s'y rend et qu'on cherche encore à l'approfondir, on découvre 2, 3, 4 choses nouvelles. Alors on fait une fontaine, on en découvre une autre, on en défriche une troisième. Et après on découvre une chapelle perdue. Et sur la chapelle on découvre une statue qui veut dire quelque chose, mais dont on n'est pas trop sûr de la symbolique. Alors on va chercher et on découvre encore un monde. Et tout ça c'est encore des mondes fabuleux, incroyables, qui pourraient être mis en avant sur tellement de choses dont on pourrait faire des films, dont on pourrait faire des livres pour enfants, dont on pourrait faire des albums de musique. Mais on ne les voit toujours pas. Et forcément, je pense que la Bretagne, si elle pouvait s'exprimer elle-même, ça fait longtemps que on serait un petit peu plus avancé. Mais forcément, on est en France. Les gens qui ont le contrôle en France ne sont pas forcément pour cette idée-là que je mets en avant, en général sur cette chaîne YouTube de toute façon. Mais pour moi, c'est pas une excuse pour qu'on ne fasse rien. Et je pense que plus on sera de gens à essayer et à porter une voie d'avenir vers la Bretagne, recréer cet art breton-là, tant attendu par elle, eh bien, ça finira par aboutir à coup sûr. À coup sûr. Et ce sera magnifique. Encore une fois, je rêve pas là d'un résultat concret avec des formes définies où un jour on se dira ça y est, l'art breton a été créé, on est tranquille. C'est quelque chose qui n'aura pas de fin, ça appartient au monde des idéaux, ça appartient au monde de l'idéalisme. Et c'est très important de rester dans l'imagination et d'avoir quand même un pied dans la rationalité, dans le pragmatisme, dans ce qui peut être fait, dans ce qu'il faut faire concrètement. Et j'espère que l'entre-deux, la nuance, c'est en partie ce que j'ai essayé d'amener là dans cette vidéo. Et puis, il reste aussi un sujet, un thème qui pourrait aussi nous intéresser pour l'art en général. Et peut-être qu'à une époque, dans le futur, on dira que l'esprit breton du début du XXIe siècle, c'était l'esprit de gens qui étaient complètement déracinés, comme nous, et qui se recherchaient. On pourrait aussi s'intéresser de nous-mêmes. En Bretagne, on s'intéresse toujours du passé. On remet le passé, on le maintient, on le montre. Mais pourquoi on ne s'intéresse pas vraiment à nous, là maintenant, qui vivons? Quelles sont nos préoccupations? Et quels sont surtout nos états d'âme? Parce que l'art breton a besoin de nos états d'âme à nous pour être l'art breton et pour être typiquement breton. Qu'est-ce qui fait que quelque chose sera breton? Eh bien, parfois rien de plus que le sentiment de la personne qui l'a faite, qui a fait cette chose. Si la personne qui a fait cette chose pensait à la Bretagne, avait dans le cœur la Bretagne au moment de le faire, alors dans l'idéal, ça suffirait à ce que ce soit breton. Dans mon idéal aussi, tout dépend encore une fois de la forme, on ne peut pas faire n'importe quoi et décréter que c'est breton parce que
on y pensait quand on l'a fait. Forcément, il n'y a pas que ça, mais je pense que c'est une partie essentielle et une énorme partie. Aujourd'hui, moi je parle souvent de ces fameux mugs, de ces fameux produits pour touristes qui récupèrent des images de la Bretagne. Pour autant, pour moi, ça n'a strictement rien de breton. Ça n'a rien du tout de breton. Même les formes en elles-mêmes ne sont même pas bretonnes, elles n'ont pas été. On voit qu'elles ont été refaites par des gens qui ne voyaient dans la stylisation prévue que le potentiel que pouvait avoir la marchandise en tant que marchandise, c'est-à-dire à combien ça pouvait se vendre, à combien d'exemplaires ça pouvait se vendre. C'est tout ce qui a motivé l'esthétique de ces objets-là, j'ai l'impression, bien souvent. Et ça annule en fait toute l'authenticité de laquelle je parle, et l'authenticité que j'ai vraiment envie de mettre en avant aussi pour un art futur. Alors voilà, c'est pas évident, pas facile, mais pour moi c'est une ligne essentielle de ce que pourrait être un art breton. Le cœur de la personne qui l'a faite. Vers quoi cette personne était dirigée? Quand je crée, je suis forcément dirigé vers moi-même, parce qu'on parle aussi de ce qu'on connaît le mieux, mais pas seulement vers moi-même. Je suis aussi tourné vers ma terre, vers mon pays, vers mon histoire, vers les gens qui sont morts avant moi, vers les gens qui resteront en vie quand moi je serai mort et qui verront mes travaux. Il y a peut-être une autre manière de voir la création qui fait que, dans mon idéal, l'art breton aurait son côté exceptionnel et peut-être sa saveur, j'espère. Et pour revenir justement au thème de nous-mêmes, c'est-à-dire des gens et des Bretons qui vivent aujourd'hui, les jeunes Bretons, c'est vrai qu'on n'en parle pas assez, mais ce sujet-là d'être perdu dans un monde qui tend à s'uniformiser encore un peu plus, ce sujet-là de la quête de sens, de ne pas avoir trouvé son sens, de ne pas trouver son but dans la vie, ce sujet-là de l'incapacité à trouver la paix, des addictions, ce sujet-là de plein de choses qui aujourd'hui concernent les jeunes et la nouvelle génération. Pourquoi ça ne pourrait pas constituer des sujets artistiques? Pourquoi on n'est pas représenté dans l'art? Pourquoi on n'a pas de modèle aussi? Pourquoi rien ne parle de nous en fait? J'aimerais que l'art guérisse un petit peu ce problème. Par exemple, quand je fais des scènes ou quand j'imagine des images, je ne peux pas m'empêcher de mettre des jeunes en fait. De mettre des jeunes, même les saints ont des coupes de cheveux qui n'existaient évidemment pas au 5e, 6e, 7e siècle. Mais peu importe. C'est aussi là que l'imagination arrive. Et pour moi, l'esthétique, l'image est très importante et j'aimerais vraiment que les jeunes s'y retrouvent. Parce que c'est leur histoire à eux, en fin de compte. Ils n'attendent que ça. Qu'on leur parle de leur histoire à eux. Et c'est pas l'école qui le fera, vous le savez aussi bien que moi. Et forcément, pour que les jeunes s'intéressent à leur histoire, il faut que cette histoire soit attrayante. Et comment l'histoire peut-elle être attrayante si les images qui parlent de cette histoire, si la manière d'aborder cette histoire est conservée dans des formes anciennes, dans des formes qui saoulent les jeunes, qui eux sont habitués à de l'instantanéité, à des choses très rapides, à des choses stylées. Par stylé, c'est esthétique. C'est des choses qui, dans leur forme, dans la géométrie des choses, des typographies, dans le montage des vidéos, dans la manière de présenter un sujet, ces formes sont assez esthétiques pour que ça parle à leur âme. Et quand un jeune dit que quelque chose est stylé, c'est que ça lui a parlé à l'âme, c'est qu'il a été happé, c'est qu'il a été touché. Et c'est cette forme que la Bretagne a besoin d'avoir pour continuer à s'exprimer. C'est comme ça. C'est-à-dire que les gens qui s'y opposent, s'opposent pour moi à la Bretagne. Et au concept d'évolution du temps, d'évolution des visions. Et alors oui, pour moi, il y a vraiment quelque chose de grand et d'intéressant et de beau à faire sur ce sujet, sur ce simple sujet de nous-mêmes. On est perdu, les choses vont être oubliées, on cherche notre sens, on ne parle plus la langue de nos ancêtres, mais en vrai, elle n'est pas intéressante. Mais pourquoi elle n'est pas intéressante pour les jeunes? C'est aussi pareil ça. Je pars un peu dans tous les sens, mais elle n'est pas intéressante parce qu'on la rend pas intéressante, parce qu'on ne sait pas en parler en face des jeunes. Il est possible pour un jeune né en 2000, et forcément je vous parle de moi, d'avoir passé son adolescence à trouver ça d'un ridicule complet. La langue bretonne je parle, mais d'un ridicule. Un truc qui sonne faux, qui sonne laid en fait. Je pensais vraiment ça. Je sais pas comment j'ai pu passer d'un bord à l'autre, mais il y a un moment où en fait tu te rends compte que
parfois, quand tu entendais la langue, c'était aussi prononcé par des gens qui ne faisaient pas l'effort de prononciation. Alors le breton que tu entendais et que tu trouvais laid, ce n'était peut-être pas pour rien, c'est parce qu'il était prononcé par des gens qui avaient le français comme langue maternelle et qui ne faisaient pas vraiment l'effort de rechercher l'esprit de la langue, la tonalité. C'est quand même une langue tonique, le breton, et le français un peu moins. Et donc forcément, ça donnait lieu à une scène où j'entendais un breton qui me parlait pas du tout, mais en fait quand tu creuses, que tu entends d'autres gens, des anciens, même des jeunes, mais qui ont eux fait l'effort de l'accent, davantage en tout cas, eh bien petit à petit il y a quelque chose qui s'ouvre, il y a quelque chose qui se développe, et quand tu vois que le breton était utilisé parfois dans des recueils de poésie dont la première de couverture était stylée, tu te dis mais attends, en fait c'est magnifique le breton, et quand tu vois que le breton était écrit avec des caractères typographiques stylés, en fait c'est dingue, c'est magnifique. Ça se joue à ça parfois, ça se joue à l'esthétique, ça se joue au graphisme, ça se joue à... Et ça a toujours été comme ça. Ça se joue à la musique, puisque aussi la langue bretonne est chantée. Et sous quelle forme elle est chantée? C'est très complexe comme sujet. Et cette vidéo, j'ai l'impression qu'elle est beaucoup plus décousue que ce que je comptais faire. Je peux pas vraiment faire autrement, j'ai pas envie de préparer mes vidéos, de vous dire, de vous avancer tout ce dont j'ai réfléchi de manière tout à fait carrée. Je crois que j'en serais pas capable. Et puis moi, c'est surtout des réflexions que j'ai, donc je vous balance un peu mes réflexions comme ça. Un petit peu comme si je semais. Et bon bah, ce qui doit pousser, poussera, et ce qui doit rester là, restera là de toute façon. Enfin voilà. J'ai dû oublier tellement de choses. Je comptais parler de plusieurs sujets, j'ai des notes sur mon téléphone, mais je pense que j'ai quand même oublié des choses. L'art breton de demain, ce sera probablement un art d'explorateur. D'explorateur de soi, d'exploratrice de soi. Un art de défricheur. Ce sera peut-être quelque chose d'assez lourd, qu'on devra tenter à certains moments de rendre plus léger, parce que sinon, trop lourd, ça ne parlera pas aux gens et ça leur pèsera beaucoup trop. Je pense que dans un premier temps, ce serait un art de gens qui sont curieux d'eux-mêmes, curieux de leur pays, et qui tendent à l'être davantage, toujours plus. Ce sera un art de gens qui ne sont pas centrés que sur eux-mêmes, mais dont l'intention est aussi de parler à leurs semblables, de parler aux autres. Je pense pas que l'art breton de demain ne sera un art breton que pour un art breton, que pour son concept même, mais surtout un art breton dans une intention qui est celle de faire de l'art pour les siens, de faire de l'art pour les générations futures, qui est celle de faire de l'art pour la beauté du monde. À mon avis, les artistes bretons doivent croire en cette idée que la Bretagne a sa place et son rôle à jouer dans l'ornementation du monde.